Merci d'être là. Lost in Serverless, on va parler un petit peu des trois clouds majeurs qui proposent des fonctions dans leurs offres. Alors directement, le marché actuel du cloud public, Gartner a dit que ça allait coûter, enfin ça représentait 260 milliards en 2017. Alors vous imaginez la somme que c'est énorme. Et ils annoncent que prévisionnellement, ça pourrait atteindre les 411 milliards en 2020. Ça vous laisse imaginer un petit peu la dynamique du marché. À titre de comparaison, le PIB de la Norvège, c'est 406 milliards de dollars. Donc c'est quand même rien que le cloud public, c'est équivalent à un PIB de pays européens. Si on prend un exemple d'AWS en particulier, ils ont annoncé, ils sont très secrets sur leurs métriques, mais ils ont annoncé qu'ils avaient plus d'1 million de clients. Alors si on essaie de faire un peu un calcul par rapport à des éléments prédictifs, parce qu'ils sont encore une fois très secrets là-dessus, il y aurait une équivalence à peu près d'environ plus de 6 millions de VM actives chez AWS. Vous imaginez le nombre de machines virtuelles, du coût aussi que ça peut représenter, des data centers, etc. Et ce que ça peut représenter en termes de marché par rapport à leurs clients. D'où, par rapport à ça, un enjeu majeur qui est donc de proposer d'autres architectures, plutôt basées sur des fonctionnalités où il n'y a pas forcément une notion de VM, d'instance, mais plutôt ce qu'on appelle assez communément du serverless, c'est-à-dire du code qui est appelé à la demande. Je suis Sébastien Moreno, je fais partie d'Ipon. Alors, la fonction, si on fait un petit focus sur la fonction, où est-ce qu'elle se situe? Ça, c'est peut-être un schéma que vous avez déjà dû voir quelque part. En gros, l'élément scalable, ce n'est plus du coup l'OS concernant le IaaS, ce n'est plus le container sur le PaaS ou l'application. C'est la fonction, donc c'est l'élément, un des éléments les plus petits actuels concernant la scalabilité. C'est-à-dire que quand vous développez une fonction, vous avez principalement plus à vous soucier de tout ce qui est hardware, virtualisation, OS, etc. Vous vous focalisez sur des éléments très petits. Il y en a qui appellent ça aussi des nanoservices. Alors, le FaaS, Function as a Service, c'est pas forcément les seuls types qu'on peut retrouver dans le monde du serverless. Il y a ce qu'on appelle aussi le BaaS, Backend as a Service, qui peut être trouvé, comme par exemple des choses comme Firebase chez Google. C'est du BaaS, c'est tout ce qui est backend à la demande. J'ai mis aussi le SaaS ici, qui n'est pas forcément associé dans le monde du serverless, mais qui a un sens très particulier dans le cloud, parce que quand vous déployez une fonction dans le cloud, c'est pour pouvoir utiliser l'ensemble des objets, des éléments qui, eux, peuvent être atteints dans le cadre serverless, et le SaaS prend un sens particulier. Alors, si on essaie de déterminer un peu c'est quoi les caractéristiques un peu du serverless, ou la fonction en particulier, elle repose sur tout cet ensemble, l'infrastructure, container, plateforme, et donc elle s'abstrait de tout cet aspect. Un autre élément majeur, évidemment, c'est l'aspect scalabilité. Dans le monde des fonctions, en fait, on est scalable à la demande, sans forcément avoir besoin de se préoccuper d'un paramétrage particulier, voilà, en fait, c'est scalable automatiquement. Un autre point très important, évidemment, c'est que c'est à la demande. C'est-à-dire que votre fonction, elle est dormante, elle ne tourne pas sur une machine, elle est juste publiée dans le cloud, et à la demande, en fait, on va l'instancier. Mais du coup, il n'y a pas de serveur qui tourne avec votre fonction de façon perpétuelle. Même si on se doute bien que derrière, il y a énormément de serveurs pour faire fonctionner tout ça. Alors, dans le monde du FaaS, du serverless d'ailleurs, on est très axé sur l'event-driven, donc c'est événementiel, tout est événementiel, tout est lié à une notion de trigger, de déclencheur. C'est le point de départ du FaaS et ce qui leur permet aussi de scaler. Et puis une autre caractéristique majeure qui est vraiment mise en avant évidemment par tous les fournisseurs, tous les cloud managers, c'est le coût faible, puisque comme vous n'avez plus d'instance de VM qui tourne, que vous n'avez pas besoin de payer pour rien, en fait, vous avez donc un coût faible puisque vous allez instancier votre code uniquement quand il y a vraiment une demande qui a été faite.
Alors les use cases, il y en a beaucoup, évidemment. Il y en a même certains qui disent qu'on pourrait tout faire en serverless, hein, évidemment. Il y a beaucoup de choses, aussi bien l'authentification, le traitement de données, etc. D'ailleurs, si vous avez assisté à la présentation tout à l'heure sur le machine learning, vous avez pu voir que Google utilisait pour ces exemples des fonctions Google. Alors, quelques exemples d'utilisation. Par exemple, les skills Alexa reposent beaucoup sur, en termes de traitement et de code, sur des lambda, donc l'objet serverless de AWS. Ça, c'est un élément majeur. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui permet de piloter le démarrage d'un drone en parlant à son Echo Dot. Voilà. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail dessus. De toute façon, les slides seront disponibles après. D'autres éléments, par exemple, alors là, c'est Azure qui cherche beaucoup à populariser aussi son offre de fonctions, montre un exemple là où il essaie même de faire un site de e-commerce complet avec des fonctions. Donc tout instancié de façon autoscalable en fonction. Ça peut être aussi des choses liées à l'IoT, comme par exemple là, un exemple de fonctionnement de station météo, où on récupère les données depuis les sensors. Et on voit ici que l'élément déclencheur ici, c'est le Cloud Function, qui lui va potentiellement alimenter des bases, à faire des appels à Firebase, qui est donc le BAS typique de Google. Là, c'est un élément typique d'utilisation de fonctions. Ça peut être aussi du traitement d'image. D'ailleurs, la conf de tout à l'heure en parlait un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut avoir des notions d'événementiel sur la publication de fichiers qui fait qu'on va pouvoir traiter ces fichiers, on va pouvoir les réduire la taille, faire des traitements d'images, des reconnaissances d'images à partir de fonctions aussi. Alors, il y a du positif et du... Alors, négatif, c'est peut-être un petit peu dur. Disons que des inconvénients. Alors, évidemment, le positif, c'est tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est l'aspect scalabilité, le coût, la maintenance, puisque là, vous n'avez plus vraiment de serveurs à maintenir. Vous avez plutôt des fonctions qui sont donc à publier et à déployer de façon cohérente. Mais par contre, évidemment, plus on découpe, plus on peut avoir une architecture complexe. Vous vous doutez bien que faire tout un site de e-commerce, comme l'exemple de Azure tout à l'heure, ça peut être très complexe parce que la fonction doit être toute petite. Hein, ils accentuent beaucoup le message sur une exécution qui est courte, avec peu d'utilisation de mémoire. Et du coup, on a des fonctions qui sont vraiment très petites. D'où une architecture qui peut être très complexe, parce que là, vous allez déployer des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fonctions pour votre applicatif global. Ça peut être assez complexe. Évidemment, un aspect vendor lock-in pour le cloud, qui est assez typique dans le cloud actuel, dans le sens où votre fonction, elle a aussi un sens. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu que les fonctions interagissaient avec des services du cloud. Forcément, ça veut dire que vous vous reliez techniquement, technologiquement, avec des services qui ont été fournis par le cloud. Limitation technique aussi, je fais un petit focus dessus, on en parlera un petit peu après, c'est que actuellement il y a des limitations en termes de temps, vous ne pouvez pas lancer une fonction pendant plus de 5 minutes, etc. Voilà, et plus sur l'aspect mémoire, ça on va en revenir un petit peu là-dessus un petit peu après. Alors, les principales plateformes FaaS, il y a donc, il y en a d'autres hein, bien sûr, mais il y a Lambda, Google Cloud Function, Azure Function. AWS Lambda, c'était le premier, hein, le pionnier sur l'aspect serverless, sorti en 2014. Google Cloud Function est arrivé en version alpha en 2016, ils sont passés en version réelle il n'y a pas très longtemps. Et Azure, lui, est sorti aussi en 2016. Ils ont chacun un petit peu leur particularité. AWS Lambda se veut le plus générique possible. Google Cloud Function, ils ont deux typologies HTTP, donc des appels HTTP, ou background, c'est-à-dire que ce sont des fonctions qui sont appelées par d'autres services. Azure Function, eux, ils essaient d'être le plus large possible. Du coup, ils ont déjà plusieurs runtime parce qu'ils font évoluer leur runtime actuel, mais ils proposent même aussi de faire fonctionner leurs fonctions sur soit des stacks Windows, soit des stacks Linux, et on reviendra un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. En termes de langage, la fonction, on n'a pas forcément un langage prédéterminé. Très souvent, dénominateur commun un peu qu'on retrouve partout, c'est le Node.js, qui était beaucoup utilisé dans les premières étapes. Mais la plupart des moteurs essaient de s'ouvrir le maximum sur un nombre de langages très large, aussi bien Node.js, Python, Java, etc. À noter quand même que côté Google, là on est plutôt limité à soit du JavaScript, soit du Python principalement.
même voire surtout du JS. Et pour Azure, eux, par contre, ils essaient aussi de s'ouvrir beaucoup, mais on verra que ça dépend un petit peu aussi du runtime choisi. Sur le runtime 1.x, qui est leur première version de runtime, fait tourner donc un certain nombre de langages, voire dans certains cas aussi de façon expérimentale d'autres. Mais voilà, en fonction du type de runtime que vous allez choisir, vous n'allez pas pouvoir utiliser tous les langages possibles. Au niveau développement, alors chacun propose souvent, notamment je parle de AWS ou Azure, des SDK qui sont disponibles de façon à pouvoir installer le SDK sur votre machine et pouvoir travailler dessus, soit même des toolkits, par exemple pour AWS dans Eclipse. Azure évidemment propose des choses pour VS Code ou VS IDE ou même en preview pour IntelliJ ou Eclipse. Google Cloud Function, lui, se positionne plutôt dans le sens où vous utilisez vos outils de dev classiques et par contre, vous allez utiliser des CLI particuliers pour pouvoir déployer vos fonctions. C'est un peu plus limité. Ils offrent quand même un émulateur Node.js qui permet d'exécuter sa fonction localement. Hop. Alors, outils de déploiement, là, côté Lambda, évidemment, vu qu'ils sont historiquement les premiers, il y a énormément d'outils tiers qui existent. Alors, ils ont leur propre modèle, le Serverless Application Model, le SAM, qui s'appuie sur CloudFormation, qui est la stack de déploiement des stacks AWS, qui permet donc de déployer tout un ensemble de Lambda, et pas seulement, d'ailleurs. Mais il y a aussi des choses comme Apex, Calis, Cloud.js, bref, vous en avez plein d'outils, et notamment le Serverless Framework, qui est serverless.com, qui permet aussi de gérer plusieurs types de fonctions, que ce soit Lambda, Google Cloud ou Azure même. Côté Google Cloud et Azure, évidemment, ils sont arrivés un petit peu après, donc ils n'ont pas forcément la même maturité sur cet aspect-là et le même écosystème. Côté outils DevOps, alors chacun propose, le concept même de déploiement de fonctions, très souvent repose sur le fait que vous allez zipper votre fonction et l'envoyer sur leur service de storage, que ce soit S3 pour AWS ou Cloud Storage pour Google, etc. Très souvent c'est comme ça. Ils proposent aussi de se connecter à leur propre CI, chacun a un peu des outils de CI comme AWS, Code Pipeline, Code Build, Code Deploy pour côté AWS, ou même Code Build pour Google Cloud. Et chacun donc propose à travers leur outil interne de CI de pouvoir déployer des fonctions sur le cloud. Ils ont aussi des plugins qui existent, là j'ai mis que Jenkins, mais il y en a potentiellement d'autres, qui permettent aussi d'instancier et de déployer des fonctions. En termes de gestion de version, par contre, il y a une petite différence. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, AWS Lambda, ils ont rajouté donc une notion de version et d'alias, permettant donc de publier un certain nombre de versions d'une fonction, et ensuite d'alias qui lui va pointer en fait comme un pointeur sur la version qu'on souhaite utiliser pour la prod, pour le dev, pour la démo, etc. Ce qu'il n'y a pas d'ailleurs côté Google Cloud Function, où là il faut déployer une nouvelle fonction. Azure Function propose la même chose mais en preview, donc c'est pas encore tout à fait disponible, avec leur notion de environment slots qui existe déjà par ailleurs pour leur offre un peu globale. Au niveau monitoring, là, il y a beaucoup de choses qui existent sur Lambda en termes d'intégration, comme CloudWatch, etc. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser des outils complètement tiers comme Splunk, Datadog, etc. Par contre, côté Google Cloud ou Azure, c'est un peu plus léger. Google Cloud, il n'y a que Stackdriver, plus aussi leur outil CLI qui permet d'avoir des informations. Et côté Azure, par contre, on a la propre offre d'Azure qui est Azure Application Insights, qui propose des choses, mais ça reste quand même beaucoup plus léger que ce qu'on peut avoir côté AWS. Alors côté trigger, ça c'est très important parce que c'est la manière dont on va appeler la fonction, comment la fonction s'intègre avec l'ensemble de la stack du provider de cloud. Là on voit côté Lambda, ils ont essayé d'élargir au maximum, d'avoir le plus d'interactions possible avec leurs autres services. Côté Google Cloud, ils sont quand même, on peut le voir, très axés sur Firebase, leur outil de back-end, plus évidemment messaging et puis HTTP. Je crois que l'HTTP reste quand même le point névralgique pour l'interaction avec l'extérieur. Azure Function essaie d'élargir aussi beaucoup, mais il reste quand même un peu plus limité par rapport
à tout ce qui est lambda. Le coût, alors quand on regarde le coût, à chaque fois, ça paraît vraiment très bas. Hein. Généralement, il y a toujours un free tier qui est proposé avec 1 million de requêtes, voire 2 millions de requêtes par mois, plus ensuite un coût au gigaseconde. Alors, pour vous donner une petite idée, parce que là, comme ça, on dirait que tout se ressemble. Là, il y a des tableaux, des trucs comparatifs qui permettent de voir un petit peu combien ça peut coûter. Par exemple, l'utilisation de 3 millions d'exécutions dans un mois avec une fonction qui est réglée à 512 mégas et qui fait des appels de 1 seconde à chaque fois, ce qui peut être un peu long pour une fonction. Donc, ça revient à 18,74 $, 18 ou 25,15 $ pour Google. Voilà, donc c'est vraiment des coûts qui n'ont plus rien à voir. Alors évidemment, ça ne prend pas en compte les autres services qui peuvent être appelés et utilisés dans le cadre de l'architecture du cloud. Il y a des limitations. Le temps, 5 minutes qui est passé à 15 minutes il n'y a pas très longtemps chez Lambda, ou 9 ou 10 minutes, ou le niveau de mémoire. Mais on voit qu'il n'y a pas très longtemps, donc AWS Lambda, ils ont décidé de quitter cette restriction de 5 minutes pour passer à 15 minutes. Ça veut dire quelque part que c'est un peu arbitraire, quelque part que la fonction, le serverless, pourrait très bien être utilisé de façon beaucoup plus globale et sans ces limitations-là qui sont purement stratégiques, on va dire. Conclusion, donc... beaucoup d'avantages évidemment côté Lambda qui est quand même le pionnier sur le serverless, mais qui a d'autres inconvénients évidemment avec un coût global de l'ensemble de ces services quand vous voulez interagir avec l'ensemble des services des Lambda qui peut être très important en fonction de ce que vous utilisez bien sûr, et puis une certaine complexité puisque là en fait vous allez devoir intégrer votre lambda et ensuite déclarer un API manager pour faire un appel HTTP, etc., etc. Alors que les autres offres de cloud généralement proposent par défaut tous les accès extérieurs nécessaires. Par exemple, par défaut, si vous instanciez une HTTP function chez Google, vous allez avoir une route directe unique qui va pouvoir permettre d'accéder à votre fonction. Alors, côté Google, GCP et Azure, GCP vient tout juste de sortir de la bêta. Il reste un peu basique, vous avez vu, sur les langages qui sont disponibles. Mais par contre, ce qu'ils font peu, mais ce qu'ils font, ils le font bien. On a pu voir qu'ils utilisent déjà largement dans tout ce qui est machine learning, ou traitement de données, etc. Ou dans leur offre de big data, il y a déjà plein de possibilités d'utiliser les fonctions et ça marche très bien. Évidemment, ils se laissent la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Côté Azure, ils essaient de proposer un éventail très très large, mais ils ont évidemment une intégration des services qui est plus limitée par rapport à AWS, et puis une certaine complexité dans leur logique de runtime, où il faut choisir un runtime déterminé pour la fonction, qui peut être un peu problématique, qui manque un petit peu de maturité globalement. Pour aller un tout petit peu plus loin, donc, si vous regardez un petit peu les news concernant le serverless, vous voyez qu'il y a des news quasiment toutes les semaines sur des nouveautés, que ce soit sur GCP, sur les lambda, etc. Donc, AWS essaie de mettre un peu la pression sur le marché côté serverless pour faire sauter déjà les limitations et proposer un éventail très très large de fonctionnalités, même au niveau IoT par exemple. Azure a des fonctionnalités assez proches, il propose même des éléments plus... par exemple, la logique de faire fonctionner des appels de fonctions par état, c'est-à-dire que vous pouvez faire un chaînage de fonctions globales qui est assez intéressant. Pour GCP, bien sûr, il mise beaucoup sur l'interaction avec Firebase. Si vous avez des besoins par rapport à Firebase ou des besoins par rapport à des applications mobiles, assez naturellement, vous allez pouvoir faire des Google Cloud Functions. Ça peut avoir beaucoup de pertinence. Petite information, il mise quand même beaucoup sur Knative, qui est donc un nouveau produit open source qui va permettre de faire des fonctions dans Kubernetes en fait. Vous allez transformer un peu votre Kubernetes avec une stack un peu plus PaaS, mais de pouvoir faire des fonctions à travers des conteneurs Docker. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il existe des services type connexion au hôte ou des choses comme ça out of the box sur les différents providers, enfin, oui. en l'occurrence d'authentification,
Oui, tout à fait. Alors, comme je disais, Google Cloud Function, par exemple, eux, ils sont très axés développement mobile et ils proposent par défaut des services basses qui permettent à des fonctions d'appeler justement ces services hôtes directement. Oui. Et je crois que pour AWS et Azure, c'est pareil d'ailleurs. Peut-être moins facilement. Alors, le message, c'est un peu que finalement, Google Cloud Function, très rapidement, vous allez mettre en place vos fonctions et utiliser des services comme hôtes ou autres. Pour AWS ou Azure, ça va être un peu plus sophistiqué. Oui, tout à fait. Pas d'autres questions? Non? Bon. Merci. Merci à vous.